Ok, bon bah bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast slash interview sur Gaming Linux FR. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'OpenRGB. OpenRGB, alors je vais me raconter un petit peu ma vie. C'est un de mes gros logiciels coup de cœur sur Linux. Donc bon, moi je suis un illuminé de base et forcément donc mon PC il faut qu'il soit pareil. Donc quand ma configuration a été créée, un des critères, en plus que ça marche bien sur Flight Simulator, était qu'il fallait que ce soit illuminé, beau, éclatant. OpenRGB, c'est mon logiciel de cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans ma vie, je ne suis pas développeur du tout. Pourtant, c'est le seul projet dans lequel j'ai réussi à faire compiler et à faire merge une ligne de C++ que j'ai réussi à faire. Et aussi, c'est parce que l'équipe est très 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 sympa. D'ailleurs, au passage, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le Discord si vous parlez anglais et si vous parlez français aussi, parce qu'on a une petite communauté française sur un canal. Donc aujourd'hui, nous accueillons Morg. Morg qui est développeur du plugin Effect Engine, si je ne me trompe pas. Donc, le plugin Effect Engine sur OpenRGB, c'est concrètement ce qui va vous permettre de synchroniser tous vos composants, toutes les lumières de vos composants et d'avoir des animations qui tiennent la route entre chaque composant. Donc déjà, bonjour Morg et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, c'est avec plaisir. Voilà. Salut Donc, Morg. du coup, Vincef, je te laisse les 4 premières questions ou j'y vais? Allez, Parce que juste pour voilà. mettre le cadre de l'interview, du coup ça se passe en 3 parties. On a la première partie, donc c'est l'interview, donc uniquement toi Tommy et moi et Morg évidemment participent à l'interview. Donc si vous avez des questions, gardez-le en troisième partie, parce que entre les deux parties, du coup on aura la démonstration faite par Morg, où il va partager son écran et il va nous montrer les possibilités offertes par OpenRGB. Et du coup en troisième partie, si vous avez des questions, Morg sera exactement là où il faut pour pouvoir y répondre. Donc je vais démarrer par la première question, et en fait elle est toute simple. Est-ce que Morg, tu peux te présenter? Yes. Je m'appelle Morgan. Je suis Linux addict, on va dire, depuis presque 20 ans. J'ai testé pas mal de distris. Et je suis fidèle à Debian. Tout simplement, Debian pur. Les desktop environnements, j'aime pas ça. Moi, j'ai un bon VM bien configuré. Euh, ouais, ça me fait rager de voir qu'il y a 2 gigas de prix au démarrage avec du KVM, du plasma. Donc voilà, quoi de plus? Sinon, je suis joueur, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo, mais vous allez me jeter des pierres, là, je joue principalement que sous Windows. Oh là là. Ah oui, j'ai un dual boot. Je veux pas m'emmerder, en fait. J'ai pas le temps, en fait, tout simplement. Ok, c'est très clair. J'ai testé du Wine, du Play on Linux il y a quelques années quand même. Pour les blockbusters type WoW, Battlefield, Ark, consort. Encore Ark fonctionnait nativement sous Linux, faut le savoir. Des jolis glitches avec OpenGL notamment, mais ça fonctionnait. Donc voilà, je joue principalement sur Windows. D'accord. Euh, voilà, après, côté pro, je suis consultant dans une boîte de dev. Je développe pour des besoins de clients, je donne des missions de conseil, d'expertise sur des sujets tels que les big data, DevOps. Et je donne aussi de la formation. Là, je suis en plein déplacement à Paris La Défense pour une formation sur du Ansible. Voilà, donc je donne des cours, entre guillemets, hein, sur des technos du moment, on va dire. Wow, merci beaucoup d'être là en tout cas. Et à mes heures perdues, eh ben Pardon? J'ai pas entendu, pardon. Non, je disais merci beaucoup d'être là du coup. C'est super cool. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Et puis à mes heures perdues, OpenRGB, voilà, tout simplement. Justement, super transition. Est-ce que tu peux nous parler d'OpenRGB finalement, c'est quoi et à quoi ça sert? Alors, fondamentalement, c'est un logiciel.
Merci. qui est open source, hein. Vous allez, non, mais il faut dire, il faut commencer par les bases. Qui est disponible, hein, sur, le code source est disponible sur GitLab. Vous allez retrouver je mettrai le lien tout à l'heure. Et c'est un logiciel qui se veut cross-platform, donc vous allez le faire tourner sur Windows, macOS ou Linux. Donc il n'y a pas que du Linux, hein, dans OpenRGB, il y a de la cross-compilation, hein, avec en gros c'est du if Windows, un peu de code spécifique Windows, if Linux, if macOS. Voilà, le projet a été initié à plusieurs années déjà, peut-être pas une dizaine d'années, 5-6 ans, par Adam Hans, aussi connu sous le pseudo de Calc Programmer 1. C'est le gourou, hein, du projet. D'ailleurs, le GitLab, hein, le OpenRGB, est sous son user space, hein. C'est pas une fondation, hein, c'est lui qui maintient OpenRGB, c'est lui qui accepte ou pas les merge requests, c'est le maître, hein, un petit peu, on va dire, du logiciel. Alors c'est comme ça. Donc il a commencé par écrire un soft pour contrôler principalement du matos Asus. Ça s'appelait OpenAura SDK à la base. Il contrôlait principalement des cartes mères Asus et des barrettes de RAM Asus. Et au fil du temps, il a ajouté pas mal de matériel différent. D'où le changement de nom vers OpenRGB, donc pour contrôler un petit peu tous les matériels différents. Voilà, alors maintenant, on contrôle pas que des cartes mères et des barrettes de RAM, hein, ou des ventilateurs. On a aussi des protocoles pour du matériel type E131. C'est les choses que vous utilisez pour faire des animations sur une façade de maison. Vous savez, à Noël, là, sur YouTube, souvent on voit ça, des mecs qui font des animations de lumière sur des maisons avec de la musique ou autre. Des LEDs dans le sapin de Noël, par exemple, aussi. Voilà, donc c'est pas que du matériel PC. Ça peut être aussi des matériels déportés, hein, de l'Arduino, du Raspberry, voilà, n'importe quel type de module capable de driver des bandes de LED adressables. D'accord. Moi, je Voilà connais, en gros le topo, hein, d'OpenRGB, c'est vraiment très générique, très très générique. C'est je vraiment fait connais pour mal contrôler tout ce qui peut. OpenRGB. C'est uniquement pour piloter de la lumière, du coup, sur son matériel? Voilà, c'est ça, c'est vraiment D'accord. dédié à adresser des couleurs sur des bandes de LED, quelles qu'elles soient, ouais. Ouais. Ok. Alors Et on a aussi des projets d'intégration de contrôle de vitesse des ventilateurs. Alors ça va pas venir tout de suite, probablement mi-2022, fin 2022. ok. Et toi, en fait, personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur OpenRGB finalement? Et bah, parce que j'ai acheté une bécane l'année dernière, et j'ai une carte mère qui était RGB ready, on va dire, 1 gigabyte. Et je m'étais amusé un peu avec le logiciel propriétaire de chez Gigabyte, justement, ça s'appelle RGB Fusion. Et le problème, c'est que c'est très archaïque, ça fonctionne pas bien. On peut pas faire des effets comme on souhaite, on peut pas faire des dégradés de couleurs, des choses assez légitimes finalement, des choses basiques. Et en plus de ça, j'avais aussi à ce moment-là une souris et mon GPU qui avait une LED, hein, tout simplement. Et donc j'ai cherché un petit peu à essayer de contrôler tout ça, à centraliser un petit peu le contrôle des matos que j'avais, quoi, sur le moment. Donc c'était en décembre dernier, donc il y a presque un an. Il y a un an. Il y a un an. Et voilà, donc j'ai googlé un petit peu, enfin non, j'ai DuckDuckGoé, pardon, on va dire. J'ai DuckDuckGoé sur les mots-clés RGB, open source, etc. Et puis je suis rapidement tombé sur le GitLab, en fait, du projet. J'ai fait ah bah super, ça existe, c'est open source, super. Donc j'ai regardé un peu. J'ai vu qu'il y avait des app images, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné tout de suite d'ailleurs. Et je me dis, bon, allez, je check out le source code et je vais builder ça sur ma machine, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, je me dépatouille un petit peu pour compiler tout ça, quelques dépendances à installer.
Rien de bien méchant, les librairies de Qt, voilà. Toujours pas grand-chose de détecté. Ma carte mère, ça n'affiche pas dans le logiciel, ma RAM non plus. Et bah, finalement, je me décide à lire la doc parce qu'il y a une doc. Il y a un README, oui, il y a un README qui indique la marche à suivre pour faire fonctionner, pour dialoguer avec le matériel. Quand vous êtes sous Linux, les périphériques, vous pouvez pas y accéder directement sans des droits super utilisateurs. Voilà, donc il y a quelques petites manips à faire, des chargements de modules de noyaux, i2c dev, i2c pix4 pour de l'AMD et d'autres pour Intel. Voilà, donc comme je suis sur AMD, moi c'était ces deux-là. Et petit paramètre custom de boot pour le kernel, parce que ma carte mère est une gigabyte. Voilà, tout ça c'est consigné dans le README, c'est bien indiqué. C'est des choses nécessaires à faire, même si on compile le code soi-même ou qu'on télécharge le .deb à installer. Il y a quelques petites étapes sur Linux. Sur Windows, c'est plus simple, on fait clic droit, run as admin, et puis ça fonctionne. Voilà, alors ça fonctionne, j'ai tout mon matos détecté, je vois que j'arrive à contrôler plus ou moins à peu près tout, sauf que les couleurs sont statiques. OpenRGB à l'époque n'avait pas tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc je me demande comment je peux contribuer histoire d'apporter une petite touche de folie. Parce que moi, je suis un petit peu comme Lobotomie, j'aime bien quand ça clignote de partout. Et surtout quand ça répond à la musique. Voilà, donc je me suis dit, je vais tenter de faire des trucs. Si, j'avais une expérience C, C++, mais je codais en C++ il y a 15 ans. Il y a même 20 ans à l'école, quoi. Aujourd'hui, dans mon boulot, je fais principalement du Java, du JavaScript, et puis des technos, du DevOps, donc serveur Linux, administration, etc. Pas beaucoup de C. Voilà, donc je regarde un petit peu l'écosystème, qu'est-ce qui se passe dans le code source, et je vois qu'il y a un SDK, je vois qu'il y a un serveur SDK qu'on peut donc contrôler OpenRGB à distance, via le réseau tout simplement. C'est du TCP. On dialogue, on envoie des paquets à OpenRGB, on envoie une série de bytes, une série d'octets à OpenRGB, et puis OpenRGB applique ce qu'on lui dit de faire. Donc je veux changer en rouge toutes mes LED, je peux le faire avec une requête TCP. Donc je développe un SDK en Java, et surtout une appli Android pour contrôler justement OpenRGB depuis mon téléphone. Tout simplement, l'appli elle est assez simple, elle permet de choisir un matériel et d'appliquer une couleur et surtout un gradient, un dégradé, par exemple du rose vers du bleu, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa que juste du statique, tout rouge ou tout bleu. Voilà, donc ma première merge request sur OpenRGB, c'était ajouter le lien de mon appli dans le README, tout simplement. Et puis j'ai continué à m'amuser un petit peu avec tout ça, parce que voilà, simplement, on se trouve une nouvelle passion, on va dire, pour ces choses-là. Et puis je m'intègre un peu à la communauté, les gens sont super sympas. Il y a une ambiance très détendue, très, très professionnelle. Et c'est ce qui m'a plu, surtout le fait d'avoir un dépôt open source avec des choses assez cadrées en termes de développement, de processus de travail, de merge request. Je me suis dit, c'est plutôt cool, on va s'investir un petit peu. Voilà, donc je vais moins jouer, je passerai moins de temps sur Windows et j'en passe plus sur Linux. Tout bénef. Voilà. Tout bénef. Et voilà, donc je continue à plonger un peu dans le code source et voilà, je m'amuse, je corrige 2-3 trucs, des petites fuites mémoire, des petites modifs d'interface. Pas bien méchant parce que j'ai pas une grosse XP sur les couches très bas niveau. OpenRGB dialogue avec le matériel. On a des couches basses de dialogue sur de l'USB, du SMBus, pour dialoguer directement avec le matériel. Voilà, ça c'est pas trop c'est pas trop mon domaine d'expertise. Moi je suis un tout petit peu plus haut niveau sur les interfaces et communication entre différents outils. Ensuite, oui, je vois qu'il y a un moteur de plugin dans les bacs. Et notamment un
dev OpenRGB qui commence à développer le plugin d'effet. Et ça m'intéresse beaucoup. Du coup, je collabore avec lui et on fait avancer le schmilblick. On écrit des effets, on ajoute au fur et à mesure des effets, on arrive à une 10, quinzaine, vingtaine d'effets assez rapidement, de différents types, hein. Un point qui se balade sur la bande de LED, des couleurs qui changent en séquence, des arcs-en-ciel, bref, des choses assez basiques. Et depuis, je continue à bosser dessus principalement, mais pas que, j'ai écrit aussi d'autres plugins, synchronisation des couleurs sur la température, sur des métriques de température CPU, de la RAM, l'utilisation de la RAM, des choses comme ça. Donc simplement, on colorie en vert quand tout va bien et en rouge quand c'est très chaud, pour faire vite. On peut choisir ses couleurs, bien sûr. J'ai développé aussi un système de layout pour placer tout son matériel sur une grande carte. Et ça permet de faire un seul gros contrôleur. Voilà, comme ça on peut faire des effets sur absolument tout le matériel qu'on possède, organisé géospatialement. C'est-à-dire que vous allez dire, ma RAM elle est là, ma bande de LED elle est en bas, etc., etc. Et donc on va pouvoir appliquer un effet sur le tout de façon synchronisée. Et d'autres plugins un petit peu annexes pour contrôler sur HTTP. Et aussi un planificateur de lancement de tâches. Je veux mettre tel profil à 8h du matin, je veux mettre tel autre profil à 21h le soir. Éteindre automatiquement mes LEDs, etc. Enfin, des choses assez légitimes et basiques. Voilà un petit peu donc, pour l'histoire de mon parcours OpenRGB, on va dire. Eh ben, c'est très très complet. Moi, j'ai encore une question avant de laisser l'ami Tommy poser d'autres questions qu'il a travaillé. T'as un peu répondu, mais je veux en être sûr. OpenRGB, finalement, il est destiné à quel type de matériel? C'est uniquement les froufrous qu'on achète hors de prix, donc, sur Top Achat et consorts, où c'est marqué RGB en toutes lettres et ça nous coûte 60-70 € de plus pour avoir cette mention d'RGB, ou en fait le logiciel est compatible avec énormément de types de matériel et même de lumière un peu plus cheap. Jusqu'à évidemment les cartes graphiques ou les cartes mères qui sont compatibles RGB Ultra Gaming. Je voulais savoir en fait finalement le type de marché ou le type de public que pourrait toucher cette application, quoi. Alors en termes de matos, t'as vraiment de tout. T'as des trucs super cheap qui vont fonctionner, des trucs un peu moins cheap évidemment. Donc ouais, une carte mère RGB aujourd'hui tu vas la payer minimum 80-100 balles. Et plus tout le monde. Et après, tu vas monter en gamme, mais tu vas pas forcément gagner en RGB. Là, après, tout va dépendre. C'est du micro ATX, de l'ITX, de l'ATX. Évidemment, sur une ATX, tu vas avoir plusieurs connecteurs RGB dessus, donc tu vas pouvoir brancher plus de choses que sur une mini ITX, pour laquelle tu auras peut-être qu'un seul connecteur RGB. Voilà, donc là, c'est sûr, ça va dépendre aussi de la carte mère. Effectivement. Mais il n'y a pas que des cartes mères et il y a des choses bien plus abordables pour être utilisées dans OpenRGB. Alors je pense notamment aux petits modules Arduino, mais aussi aux ESP32 et autres. Un petit module qui coûte entre 5 et 10 balles en fonction du nombre que tu vas en commander, et qui te permettent de brancher une bande de LED dessus. Alors une bande de LED, ça va de 5 à 30 €, selon le nombre de LED, la densité des LED, etc. Bon, après, il faut l'alimentation, parce que tu prends un petit module à 5-10 €, t'as pas d'alimentation, donc il te faut aussi une alimentation 5 volts pour alimenter tes LED. Le module, il est juste là pour diriger, en fait, simplement envoyer le signal sur la bande de LED. Donc on a vraiment des gammes de matériel très très différentes, donc du très cheap au bien sûr très high-tech en termes de matériel PC. Alors on n'est pas que sur du matériel PC, comme je disais, c'est aussi donc des modules Arduino ou autres qui communiquent sur le réseau tout simplement. OpenRGB envoie des trames réseau pour contrôler des choses dans la maison. OpenRGB contrôle aussi des ampoules de type Philips Hue ou E-Light. Voilà, donc c'est une ampoule au plafond tout simplement qui est sur le réseau
et qui est contrôlable par OpenRGB. Le prix de ces trucs-là, ça reste quand même assez cher, hein. C'est 15-20 euros minimum, le bulbe. Philips Hue, ils sont un peu plus chers déjà, hein. C'est pas les mêmes prix. Donc voilà, en termes de matos, hein, c'est pas que du PC. Et vraiment, il y a un large éventail de prix. Ok. Côté public, c'est un ressenti, mais la majorité des users sont des joueurs principalement. Mais j'ai pas de statistiques pour le confirmer ou l'infirmer, c'est un ressenti simplement. On traque pas les gens, on n'a pas de données, hein, sur nos users. On veut pas le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est des petits sondages, mais on n'en fait pas. Ah oui, on a aussi des gens qui n'aiment pas le RGB, qui utilisent OpenRGB. Ils veulent simplement éteindre les lumières. Voilà. Ah, ok. Et donc, c'est simplement mettre la couleur en noir, tout bêtement. Et ça éteint les diodes. Pas con ça, Ils j'aurais sont pas pensé à celle-là. pas minoritaires quand même, mais ça arrive. Ok, bah c'était tout pour mes questions. Merci beaucoup, hein, Morgan. Tommy, je te laisse la suite. Très bien. Alors, donc pour moi, alors j'ai la question que je vais poser. Alors, on va rentrer un petit peu plus du coup dans ce qui est technique, développement et autres. Donc, la première question sera rendre le matériel compatible, rendre compatible le matériel. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a aussi des marques qui ont déjà contacté certains développeurs du projet pour rendre compatible leur matériel avec l'application? Alors, je vais commencer par les marques. Non, les marques ne nous aident pas. Alors, il y a eu juste un petit truc, un moment, avec Razer. Ils avaient contacté notre gourou Calque Programmeur quand il avait fait son visualiseur audio. Donc, c'est quelque chose qui affiche des couleurs en fonction de la musique, hein, que vous écoutez, qui change la couleur des diodes. Et de mémoire, il lui avait offert un clavier ou je sais plus quoi. Mais jamais ils vont nous aider, hein, en tout cas, en ouvrant leur protocole ou en documentant comment ils font. Jamais on a eu d'aide, hein, par qui que ce soit. Voilà, donc non, les marques s'en foutent complètement finalement de l'open source, hein. Ils font leur truc dans leur coin. Chacun se fait son avis sur les logiciels propriétaires développés par Gigabyte, Asus, MSI et autres. En tout cas, le ressenti de nos utilisateurs, c'est que 1, c'est pas suffisant, 2, ils sont obligés d'en installer 50 parce qu'ils ont 50 matos différents, et que 3, ça lag, ça prend des ressources, et qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, côté marque, on oublie. Voilà, on ne travaille pas du tout avec eux. Alors comment on fait du coup? Le même chemin de croix que la plupart des projets open source en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On a à disposition des outils tels que Wireshark pour sniffer un petit peu quels sont les paquets envoyés au matériel. Alors, pour faire clignoter des LED ou pour changer une couleur de LED, il faut envoyer des octets. Il faut envoyer des octets au matériel. Donc on va envoyer une série d'octets à la carte mère pour lui dire mets du rouge ou mets du bleu. Donc nous, on capture les paquets envoyés par les applications officielles. Donc je lance RGB Fusion de chez Gigabit, je clique sur rouge et je regarde les paquets envoyés. Et ensuite, on essaye de deviner les sortes de motifs. On repère des motifs dans les paquets envoyés pour comprendre, analyser et comprendre le protocole, hein, le format des messages à envoyer finalement au matériel. Et on les mimique. On les mimique depuis du code C++, avec des librairies bas niveau, USB, SMBus. On réplique en fait les envois d'octets que le logiciel propriétaire fait, tout simplement. Voilà, alors, je dis tout simplement, mais il y a quand même une grosse phase de rétro-ingénierie et de l'analyse des données qui sont envoyées avant de comprendre le protocole, hein, de messagerie avec le matériel. Donc voilà, pour rendre compatible le matos. Alors, Ouais, effectivement, dans il faut passer par cette phase d'ingénierie. Il y a une autre solution, des fois aussi, qui existe, c'est que, par exemple, pour un clavier donné, un constructeur peut le faire en différentes versions. Et donc, on a des identifiants différents, mais souvent les protocoles restent
restent très similaires, voire identiques. Donc là, c'est facile, il suffit juste d'ajouter le nouvel identifiant dans notre code source, et on ajoute très très facilement un nouveau matériel. Mais voilà, il y a des fois, on est obligé de passer par une phase de rétro-ingénierie, parce que le protocole est différent. Ouais, effectivement. Ouais, j'ai eu les deux cas de figure dans les matériels où j'ai pu aider à supporter entre les barres de LED toutes seules qui étaient elles, le protocole était similaire au Lightning Core de Corsair et le clavier où il fallait justement faire des paquets et tout. Donc ouais, effectivement, Voilà, donc ça ça peut pesait pour prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 2, 2 3 semaines mois, pour le voire clavier là. plus. Très bien, très bien. Et surtout, on n'a Donc, pas forcément beaucoup, beaucoup de bras. On ouais, recrute. c'est vrai. Ouais. On a quelques gourous hein, qui ont l'habitude d'analyser du matos, mais ils ont une to-do list énorme, hein, et donc faut dépiler, ça avance pas aussi vite que qu'on le voudrait. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour lancer un petit appel côté français. Donc, il y a Morgue et il y a moi, parce que il y a un Discord pour le développement et la communauté. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'anglais. Donc, si vous parlez pas trop la langue de Shakespeare et puis que vous vouliez faire reconnaître un matériel, venez nous contacter. Il y aura moyen de se débrouiller pour faire quelque chose. Je vais donc passer maintenant à mon autre question. Donc, le marché du jeu sur Linux, c'est un marché de niche, et tu as dit tout à l'heure justement qu'il y avait beaucoup de joueurs qui utilisaient OpenRGB. Donc, le RGB sur Linux, ça va être encore, par déduction, un marché encore plus de niche. Qu'est-ce qui pousse en fait le collectif de développeurs d'OpenRGB à continuer de développer cette application sur Linux? Ouais, c'est un marché de niche, ouais. Encore que ça se démocratise un petit peu plus, de plus en plus. Le RGB, de toute façon, c'est encore assez récent, hein, c'est quelques années, pas plus. Euh, voilà, donc c'est vraiment effectivement un marché de niche, comme tu dis. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer sous Linux? Rien de plus que le fait qu'on est tous Linuxiens parmi les devs. Mais surtout, OpenRGB, c'est pas Linux only, hein, c'est cross-platform. La majorité des utilisateurs sont sur Windows, ça faut le savoir, ils sont pas sur Linux. Donc, en fait, on fait avancer un logiciel qui est multiplateforme, tout simplement. Oui, c'est La pas majorité... vraiment spécifique à Linux, ouais. Non, c'est pas spécifique à Linux OpenRGB. Mm. Mais voilà, tous les développeurs hein, sont de toute façon à 99% de leur temps sur du Linux. Voilà, puis on est tous passionnés tout simplement par ce qu'on fait, par la rétro-ingénierie pour certains, par moi me rendre épileptique, et d'autres pour synchroniser leur LED sur des jeux vidéo ou autre. Voilà, donc c'est vraiment un univers de passionnés, tout simplement à la base. Il n'y a pas forcément d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à ma connaissance d'un projet comme ça qui se veut cross-platform, libre, simple en termes d'interface, qui ne bouffe pas de ressources sans raison. Donc on a une interface qui est épurée, hein. On n'a pas de couleurs, des jolis dégradés, etc. dans l'interface, on va à l'essentiel. On est là pour la performance, euh, et surtout pour pas bouffer votre processeur et votre RAM. Voilà, donc on a vraiment une raison hein, d'être là sur ce créneau. Et puis les principaux utilisateurs du RGB, moi c'est mon avis, hein, mais c'est majoritairement des gamers à la base, ou des geeks. Et puis Linux fait un peu son chemin en ce moment hein, sur le gaming. On a Lutris, on a Proton, il y a Steam qui pousse aussi. Bref, il y a de quoi faire. Je pense qu'on Linux va gratter pourcent par pourcent. Alors jusqu'à où, j'en sais rien. Mais Linux va gratter un peu de terrain hein, sur le gaming. Voilà, donc OpenRGB a tout à fait sa place sur Linux notamment. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Mon avis absolument pas objectif, mais bon, c'est vrai que moi, pareil, à ma connaissance, il y a des projets pour contrôler des LED et tout ça de certaines marques.
Mais un projet d'ampleur d'OpenRGB qui concentre plusieurs marques comme ça, c'est vrai que pour l'instant, j'en avais pas vu. Sur Ouais. Linux Alors, aussi. il y a Artemis qui se Linuxifie. Leur soft est écrit en C#. Alors maintenant, aujourd'hui, on a du Microsoft.NET qui peut tourner sur du Linux, mais voilà, toute leur partie interface graphique utilisait des librairies Windows Only. Et là, ils sont en train de refondre. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, ça build sur Linux et ça tourne sur Linux. Donc à surveiller aussi du côté d'Artemis. Mais c'est nos amis chez Artemis, ils font de l'open source, leurs devs sont sur notre serveur, on est sur leur serveur, voilà. C'est un très bon état d'esprit entre eux et nous, il n'y a aucun souci. Et comme tu dis, il y a aussi pas mal de projets à droite à gauche, mais qui se concentrent sur un seul type de matériel. Donc on a du Logitech à droite, du Corsair à gauche, etc. etc. Voilà. Exactement. Donc, est-ce que tu peux également nous parler des différentes façons d'installer OpenRGB sur Linux, suivant sur quelle distro on est, ou des choses comme ça? Ouais, alors déjà je vais commencer par Windows et Mac, ça va aller très vite. Windows, on dézip le truc, on lance, tout simplement. Bon, il faut faire clic droit, run as admin. Sur Mac, c'est pareil, on a un fichier DMG qui s'installe et qui pose l'application où il faut. Sur Linux, c'est toujours un peu la même chose. Il y a de tout. Il y a une version AppImage qui permet d'embarquer un petit peu toutes les dépendances, pardon, et de simplement double-cliquer ou de lancer depuis un shell l'exécutable. Mais voilà, il n'y a pas que cette façon. Ah, on a une petite perte de signal côté de chez Morgue. Allô? On Les te hôtels capte Formule mal. 1 sponsorisent ce podcast. Ouais, je suis toujours là, tu m'entends? Ouais, là c'est bon, c'est revenu. Ah ouais, c'est connexion de forain. Donc je disais, ouais, on a sur Linux toujours les mêmes problématiques parce il y a plein de distributions. Donc on essaye de s'adapter un petit peu, on délivre des points deb pour tout ce qui est Debian, des points RPM pour tout ce qui est Red Hat, un fichier AppImage, et on a aussi des dépôts pour Arc, AUR, qui permettent d'installer en ligne de commande OpenRGB, tout simplement. Après, ça reste assez simple, hein. Installer OpenRGB, je double-clique sur le point deb, ça l'installe. C'est pas le plus compliqué. Le plus complexe arrive. Une fois que c'est installé, attention. Parce qu'il faut le configurer. Et oui, sur Linux, vous avez besoin des droits d'admin pour accéder au matériel. Alors, vous le lancez avec sudo, ça va marcher. Maintenant, c'est pas l'idéal de lancer un soft en tant que super user. On va essayer donc de configurer les droits d'accès au matériel. Donc on a un fichier udev qui permet d'autoriser votre utilisateur Linux à accéder au matériel. Donc voilà, il y a un petit fichier à placer. Il y a aussi des modules de kernel, des modules du noyau à charger. Et ce sont des noyaux qui ne sont pas forcément chargés au boot, donc il y a un petit fichier à modifier dans /etc/modules.d. Bref, il y a quand même quelques petites manips avant d'avoir tout son matériel détecté. Voilà, c'est un petit peu la phase la plus complexe. Là, souvent, où le novice ou la personne qui ne fait pas l'effort d'aller lire le README s'arrête finalement. Et puis il y a deux solutions, soit il s'arrête et il laisse tomber, soit il vient sur le Discord et puis on l'aide. Voilà. Maintenant, une fois que tout le matériel est détecté, c'est censé fonctionner, sauf que il y a certains contrôleurs qui nécessitent d'être configurés dans OpenRGB pour dire combien il y a de LED. Combien j'ai de LED dans ma barre de LED, combien j'ai de LED dans mon ventilateur ou dans mon sapin de Noël. Il faut qu'OpenRGB ait cette information pour savoir combien de LED il doit driver, tout simplement. Voilà, donc il y a quand même une phase d'installation qui est très simple, et derrière une phase de configuration qui l'est un petit peu moins. Voilà, on essaie de travailler le plus possible là-dessus, en mettant des warnings, des pop-up de warning, attention, t'as pas configuré ça, etc., pour aussi éviter les allers-retours entre les utilisateurs et le Discord, parce que c'est très très souvent les mêmes messages qui arrivent sur le Discord, dans la section
support technique. Ah bah tiens, j'ai pas de fichier, j'ai rien qui est détecté alors que ça doit être supporté, ou alors je sais détecter mais ça marche pas. Donc voilà, c'est souvent les mêmes problématiques. On essaye d'automatiser un petit peu ça via un guide, hein, dans l'outil. Voilà. Donc ça arrive dans la version 0.7 qui sera là vers Noël, donc dans quelques jours. Très bien, très bien. Impeccable, voilà. Donc, résumé, en gros, vous avez un pépin, allez voir sur le Discord en attendant le joli cadeau de Noël avec la Non, vous avez un documentation pépin, lisez le explicative. README d'abord. Ah oui, le README, ouais, il y a le README. Après, oui, c'est vrai que le README, par contre, je Et l'ai pas après, trouvé vous en venez. français. Le README, j'ai pas trouvé en français, faudrait que. Non, effectivement, il n'y a pas de Ouais. README en France. Après, D'ailleurs, ouais, tout le faire, soft faire une OpenRGB n'est pas traduction. traduit. On mettra Ouais. aussi en place en 2022 un système de traduction, donc on demandera à la communauté de contribuer sur les traductions du soft. Ah bah, impeccable, j'ai surveillé ça pour la traduction français, pourrait m'intéresser aussi. Donc, du coup. On va surveiller tout ça. Donc j'ai une dernière question à te poser. Du coup, malgré les petits soucis de configuration ou de petites difficultés, est-ce que tu conseillerais une marque ou un ensemble de marques spéciales pour, par exemple, voilà, j'ai pas de config, je veux monter ma config, je veux mettre du gros RGB dessus avec Linux. Est-ce que tu as un set ou alors une ou plusieurs marques spéciales où on va dire la configuration va être simplifiée pour OpenRGB sur Linux? Ouais, on a du matos qui est très très bien supporté. Euh, et ça dépend du matos. Pour les cartes mères, Asus et Gigabyte, qui sont vraiment très très bien supportées. Mais même parmi ces deux grandes marques, on a deux types de cartes mères. On a les cartes mères qui contrôlent en USB les LED et les cartes mères qui contrôlent en SMBus. Et l'USB est quand même conseillé. Alors, et puis après, pour les autres périphériques, principalement du Logitech, du Corsair, du Razer, c'est plutôt bien supporté. Voilà. Après, on a un gros problème côté OpenRGB, c'est la maintenance des wikis, la maintenance des matériels, de la liste des matériels supportés. Et voilà, on n'est pas assez rigoureux, on va dire, là-dessus. On essaierait d'automatiser un petit peu ces choses pour avoir le moins de travail d'administration à faire. Ça, c'est un travail qu'on va faire 2022 aussi. Histoire d'être à jour sur les docks. Et ça, ça serait quand même pas mal pour aider à choisir son matériel. Après, pour la RAM, il y a aussi il y a pas vraiment de marque qui se détache. Moi, perso, j'ai de la Crucial. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de LED dessus. Il y a des RAMs qui ont plus de LED que d'autres. Voilà, donc faut aussi regarder un petit peu. Mais à savoir, c'est que Corsair aussi a un bon support et ils ont surtout des garanties à vie sur leur RAM, donc autant aller chez Corsair. Ok, très bien. Donc voilà, si vous voulez monter une conf RGB, du coup voilà la petite shopping list entre guillemets du moment. Donc la compatibilité est amenée à s'agrandir par la suite, mais à l'heure actuelle, au moment où on parle, voilà ce qui va pouvoir bien fonctionner et qui va pouvoir vous donner pleine satisfaction. Donc On parle de nous, grosses marques en plus, hein. ouais, Asus, ouais, Gigabyte et Corsair, donc ça va, c'est... ouais, tout à fait. Oui, alors d'ailleurs pourquoi? Parce que bah, c'est aussi principalement c'est principalement des marques qui sont assez majoritaires. Plus une carte mère est demandée en termes de support, hein, plus on va aussi prêter attention à ces choses-là. Donc c'est sûr que les choses un petit peu plus exotiques, bah, elles restent un petit peu de côté, malheureusement aussi. Voilà. Ouais, c'est logique. Excuse-moi, Tommy, je t'ai coupé. Non, très bien. Bah après, bah je veux dire de toute façon. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander à Morg s'il peut nous montrer en vidéo justement un petit peu OpenRGB, en J'espère espérant que la Ouais, en connexion va espérant passer. que la ça. connexion tienne, ouais, on va Ouais. tester ça, ouais. Donc du coup, bah dès que prêt, dès que t'es chaud. Après, sinon, Tommy, tu pourras peut-être partager ton écran et Morgan faire la description. Ah, Dans le pire des cas, ça pourrait être ça. ouais, en fallback, on peut faire ça, ouais, y a pas de problème. Ah, vous me dites, hein, au moins de soucis, on changera. Vous voyez quelque chose, là? Ouais. Ouais, impeccable.
Bon, je vous fais pas la démo de l'install d'OpenRGB, hein. C'est Hmm. juste un paquet d'eb à installer, hein. C'est pas bien méchant. Simplement le lancer et puis on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai l'interface de base d'OpenRGB. J'ai mis des. Alors là je suis sur mon laptop qui n'a aucun appareil RGB connecté, donc j'ai mis du matériel de debug. J'ai deux barrettes de RAM de debug, un clavier, tout simplement. Alors, petit tour de l'interface rapide, vous voyez donc la RAM, hein, pardon, le matériel à gauche, et vous pouvez choisir la couleur directement. Cliquez sur une couleur et ça change de couleur. Je vais afficher les LED. Voilà. Donc je clique sur rouge, ça fait du rouge, je clique sur jaune, ça fait du jaune. Sur vert, ça fait du vert. Le clavier, voilà, donc là on a un clavier, je vais agrandir un peu. C'est pareil, je clique sur rouge, ça fait du rouge. Je peux choisir quelques LEDs. Je clique sur vert, ça affiche en vert. Les flèches, je veux les mettre en rose. Et puis le pavé numérique, on va le mettre en bleu tout simplement. Voilà. Voilà, donc vous pouvez colorier individuellement n'importe quelle touche. Vous retrouvez vous retrouvez le côté serveur. Vous pouvez démarrer le serveur OpenRGB. Et donc là, OpenRGB peut être contrôlé depuis n'importe quelle autre machine du réseau via les SDK. Donc c'est des requêtes TCP tout simplement. Donc depuis mon téléphone, je peux contrôler OpenRGB. Ensuite, on a les plugins. On a des effets. Vous allez donc pouvoir... donc sur la droite, vous voyez les différents matériels que vous avez. Et sur la gauche, là, vous avez les différents effets. Donc là, on a une liste d'effets assez conséquente qui va d'un simple arc-en-ciel qui s'appelle comment? Rainbow Wave. Donc le grand classique RGB. Hein. Je peux mettre une petite preview ici. Hop, voilà, vous avez un truc comme ça qui s'affiche sur vos LED. Donc je peux le mettre sur ma RAM par exemple. Sur ma RAM ici et sur mon clavier. Et on va aller voir ce qui se passe. Voilà, vous êtes censé voir ça sur votre clavier directement. Et sur la RAM aussi, bien sûr. Voilà, donc il y a des effets très basiques, puis il y a des effets un petit peu plus avancés aussi. Alors je vais l'arrêter simplement celui-là. Stop. Je vais ajouter un deuxième truc. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, Hypnotoad. Hypnotoad, la souris hypnotique dans Futurama, pour ceux qui connaissent. Ça, celui-là, c'est mon effet en veille quand je suis pas sur l'ordi. Mettre une résolution un petit peu plus grande, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais modifier 2-3 settings. Voilà, vous avez plusieurs possibilités de modifier un petit peu la forme, changer l'effet, est-ce qu'il va dans un sens ou dans un autre, la couleur de rotation, ces choses-là. Puis voilà, vous l'appliquez sur le clavier par exemple. Vous voyez ce qui se passe côté clavier. Hop, vous avez un effet un petit peu plus élaboré. Vous avez aussi un mode économiseur d'écran si vous double-cliquez dedans. Alors je sais pas si vous voyez mon écran en entier du coup. Ici. Si voilà, donc ça fait un petit économiseur d'écran aussi. Alors ça c'est une feature qui est pas du tout voulue, mais ça fait une feature quand même. Voilà, donc vous avez pas mal d'effets disponibles et surtout un moteur d'effets OpenGL Shaders que j'ai développé il y a peu de temps. Et je vais vous mettre un shader qui est sympa. Ouais, pitch, il va être sympa. Ouais. Donc voilà, vous voyez ici un effet. Bon, celui-là, il n'est pas forcément très. On va scroller un petit peu dans les effets. Voilà, vous avez des effets un petit peu plus hypnotiques. Des bulles qui morphent un petit peu dans tous les sens. Ça, je sais pas, c'est quoi? C'est des bubbles. Des vagues un petit peu cartoon, des effets de pulse, bref, pas mal de choses assez différentes. Et surtout ces effets-là, finalement, c'est des effets que vous pouvez créer sans compiler le code.
C'est du langage GLSL, voilà, des feux d'artifice par exemple. Vous pouvez le mettre sur le clavier. Donc ça rend ce que ça rend après, forcément, parce qu'il faut mettre à l'échelle. Mais voilà, on a une possibilité assez infinie finalement, parce qu'on a un éditeur de code directement dans le logiciel. C'est du GLSL, c'est du langage qui est directement injecté dans la carte graphique. Et voilà, donc on n'utilise pas le CPU, mais la carte graphique pour calculer les effets. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très très souple, très flexible, et qui a une possibilité finalement infinie d'effets. Vous pouvez brancher ça sur de l'audio aussi pour faire des petits effets audio assez sympas. Je vous montre rapidement les différents effets. Ah, ça c'est mon préféré celui-là. Petite question, au vu de ce que tu viens de dire, ça pompe pas 20% de ressources quand même. Vu que la carte graphique calcule, c'est quoi le... Ça prend moins que Discord. Tu m'étonnes. Alors là, je suis sur un laptop qui est pas super non plus bourrin. Donc là, ça me prend quand même 40%. Je sais pas exactement pourquoi. Sûrement l'affichage. Ouais, l'affichage de Discord. Si j'enlève l'affichage, déjà, ouais, là, je tombe à 10% d'utilisation. Et puis si je mets le soft en arrière-plan, alors déjà, si j'enlève ça, je suis à moins de 10% d'utilisation sur une machine qui est quand même très modeste. D'accord. Tu le ressens toi ou pas, Tommy, quand tu l'utilises? Avec ou sans qu'il y ait une Justement, différence? j'allais compléter ce qu'allait dire Ouais. Morg. Alors là, je viens de découvrir le truc avec les effets GL et autant te dire que ça va partir en test assez rapidement. Mais pour les effets un peu plus classiques, ceux qu'on a directement dans la barre de déroulement du logiciel, moi, faut savoir, bon, ma machine est super costaud, hein, mais pour avoir fait un petit peu de test et tout ça, sur d'autres trucs aussi, c'est vrai, sur les effets classiques, on est vraiment dans l'ordre de 1 ou 2% de CPU, qu'importe la machine, quoi. Ouais, c'est marginal. En général, ouais. Après, les effets GL, ouais, là, forcément, ils ont l'air de prendre un petit peu plus. Alors, ils prennent pas de Je vois. CPU, les effets GL, parce qu'ils sont délégués directement sur ton GPU. D'accord. C'est du langage GLSL qui est directement utilisé dans ta carte graphique. Mais pour les autres, j'ai pas remarqué de conso. Même les Alors, il y effets en a qui sont assez audio, j'ai gourmands. pas. Hypnotoad et Bubbles, principalement, sont très gourmands. Parce qu'il y a beaucoup de calculs CPU dessus à faire. Mais pour les autres, ouais, j'ai pas remarqué une consommation hyper excessive. Voilà. Puis on a aussi pas mal d'effets audio. J'adore faire des effets audio, donc j'en ai fait pas mal. Je vous fais une mini démo. Ce sera la dernière démo des effets. Non, ce sera pas la dernière démo. Audio Star, tiens. Donc là, je choisis ma carte son, sur quoi me baser comme son. C'est ma deuxième carte son. Je mets un petit peu plus d'amplitude pour avoir du son. J'espère que je vais pas vous péter les oreilles. Je vais vous mettre de la musique. Le son marche pas sur Discord. Le son marche pas sur Discord, bah tant mieux. Tant mieux, j'en sais pas, tant mieux en fait. Et puis je vais mettre une résolution ici, voilà. Ouais, j'ai préparé une petite musique qui défonce bien les oreilles. Voilà ce que vous obtenez donc. Ah oui, bah en fait on entend. Voilà, donc c'est des effets vraiment basés sur les fréquences et les amplitudes des fréquences. Ah, ok, c'est bon ça. Et voilà, j'ai coupé la musique histoire de pas vous péter les oreilles. Voilà, je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez les différents effets. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du RGB pour tester les effets audio. Hein. Je teste sur du matériel de debug. Mais même sans matériel, vous avez toujours le petit bouton preview qui permet de visualiser finalement ce qui va être joué sur le RGB. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir du RGB pour utiliser OpenRGB. Et je continue sur les plugins Visual Map qui permet d'organiser géospatialement tous vos matériels. Donc là, on peut imaginer, on a un ordinateur avec des barres de LED en haut, à droite, à gauche. 2 barrettes de RAM ici. Donc on les positionne un petit peu comme si elles sont positionnées réellement. Et puis le clavier qui est à gauche du PC. Voilà, donc vous pouvez modifier la forme absolument de tout ce qui est ici. Hein. Par exemple, je sélectionne un composant, je peux modifier la forme. Je peux lui mettre un cercle, je peux lui faire un carré, je peux
Voilà, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez réorganiser aussi à la main les LED, tout simplement. Et une fois que vous avez donc positionné tous vos matériels, vous enregistrez avec le petit bouton ici, vous enregistrez cette carte dans le système OpenRGB et elle apparaît dans les effets. Alors je l'ai appelé mon setup. Vous pouvez gérer plusieurs maps. Vous pouvez faire autant de maps que vous voulez. Donc mon setup, tout simplement, et je l'obtiens ici. Je peux lui appliquer un effet et je vais démarrer Hypnotoad dessus. Tiens. Voilà, hop. Finalement, chaque petit carré c'est une LED et elle prend la couleur de l'effet en temps réel. Donc vous synchronisez des effets sur de multiples matériels à la fois. Je peux poser encore une question ou pas? Oui. Ouais. Est-ce qu'il existe encore un effet par rapport un peu comme ce que fait Philips avec Ambilight, par rapport à ce qui se passe à l'écran? Est-ce que les LED peuvent réagir ou non? Oui, tout à fait, bien sûr. Allez, petite démo. On a un effet qui s'appelle Ambient, hop, qui finalement prend un screenshot de votre bureau et le réplique sur vos RGB. Alors il y a différents modes. Vous pouvez faire une moyenne de couleurs. Et donc comme son nom l'indique, ça fait une moyenne de couleurs, ou bien une copie directe de l'écran sur votre matrice RGB. Donc je démarre ça, je vais mettre une petite vidéo, on va voir ce qui se passe. Mettre un light show. Hop, le premier, ça fera l'affaire. On va couper le son. Voilà, et je vais capturer cette zone de l'écran. Alors idéalement, il faudrait que je mette sur la même fenêtre pour avoir le visu. Je sais pas comment j'aime. Alors oui. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là vous voyez en temps réel qu'on réplique bien ce qu'il y a à l'écran. Et donc cet effet, je peux l'appliquer sur n'importe quel matériel, comme tous les autres effets. Ah, j'aurais pas dû faire ce podcast. Ça va te donner des idées. Voilà, Bah donc oui, là vous pouvez voir en temps réel que ça réplique mon écran sur mon système RGB. Et vous pouvez cumuler tous ces effets parce qu'on a aussi un système de layers qui permettent de cumuler plusieurs effets, de multiplier les couleurs des effets entre elles. Bref, on fait les trucs bien. Effectivement, les possibilités sont quand même assez dingues. Moi, personnellement, j'ai du mal pour l'instant à prendre en main le plugin Visual Map. Je conçois qu'il n'est pas forcément très intuitif. Mm. Et je suis ouvert à toute proposition pour améliorer un peu l'UX, il n'y a pas de souci. Alors, je sais que ça va pas être du développement, mais moi, ma première suggestion, ce serait déjà une documentation, en gros, sur les basiques un petit peu des Ouais, contrôles. ouais. Je pense que... Une doc, c'est vrai, ça manque. Mm. Parce que là, moi, j'y vais un petit peu à tâtons en ce moment, ce que je vais installer aussi, j'y vais un petit peu à tâtons, mais le souci, c'est que ouais, voilà, je pense que tu le connais mieux que moi, et du coup, je pense que même pour moi et puis pour d'autres utilisateurs, un petit début de documentation, histoire vraiment d'expliquer les basiques, de contrôler tout ça, ça Ouais, pourrait être. d'expliquer les différents boutons, les différentes zones, c'est vrai. Mm. C'est vrai. En l'ayant développé, j'ai aucun recul dessus, parce que pour moi, c'est devenu naturel vu que je l'ai développé. Mais oui, alors, dans le menu de gauche, on voit nos devices. On peut les ajouter ou les enlever à volonté. On peut les déplacer, un petit peu comme on veut, etc. Ça manque de documentation. Puis toutes les options ici sont peut-être pas très explicites. C'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Je finis. Hardware Sync alors je coupe tous mes effets. Hardware Sync pour mesurer les températures sur votre machine. Par exemple, la température du processeur, qui est à 82 degrés. Oui, c'est très chaud.
Et voilà, vous pouvez définir vos seuils de couleur. Donc si je définis qu'à 200 degrés, ça doit être rouge, ou même 500 degrés, bon, il aura cramé d'ici là. Là, je suis en jaune. Donc je suis dans la barre des 80 ici à peu près. Voilà. Par défaut, j'ai mis 0, 50 et 100 avec 3 couleurs. Vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez. Voilà. Donc ça peut être la température du CPU, ça peut être la vitesse des ventilateurs, ça peut être l'occupation de la RAM. Voilà, il y a pas mal de capteurs disponibles que vous pouvez donc refléter sur votre matériel. Voilà, pour surveiller avec un œil l'état de votre système, tout simplement. Dernier plugin que je voulais vous montrer, c'est les hooks. Vous avez possibilité de créer des webhooks, donc simplement des requêtes HTTP que vous pouvez shooter, et ça permet de contrôler OpenRGB de cette façon. Donc là, j'ai trois webhooks, un qui s'appelle off, un red et un green. Le off, il éteint les LED. Le red, il met en rouge, il utilise le profil rouge, et le green utilise le profil green, tout bêtement. Je démarre mon serveur. On a perdu le son? J'ai l'impression. Oui, j'étais en train de taper une commande, donc j'ai lâché la touche pour parler. Pas de problème. Donc voilà, avec une simple commande HTTP, vous pouvez, donc depuis votre navigateur, vous accédez à localhost 8080 et puis le nom que vous avez choisi pour déclencher une action sur OpenRGB. Voilà. Vous pouvez faire à distance, contrôler à distance, vous intégrer sur du Google Home Assistant ou autre pour contrôler. Voilà. Google met mon PC en rouge et vous lui dites de jouer une requête réseau qui appelle le bon profil, par exemple. Impeccable. Je vais être. Pour qu'on me parle de Home Assistant, je tiens à signaler l'existence d'un plugin pour OpenRGB qui permet de contrôler les LED directement via l'interface graphique d'Open Assistant aussi. Je sais, il n'a pas l'air d'utiliser les webhooks, il utilise le SDK serveur par contre. Ok, je n'étais pas au courant. Ouais, j'ai du Home Assistant aussi à la maison, donc du coup, je l'ai découvert il y a quelques jours, pareil, ce plugin-là. Je ne sais pas qui l'a développé d'ailleurs. Mais voilà, on peut aussi. Les possibilités sont multiples, comme tu l'as montré avec les webhooks et aussi du coup avec le SDK serveur. Les possibilités que j'ai testées aussi, on peut par exemple avoir plusieurs instances d'OpenRGB démarrer sur différents matériels et avec le client serveur faire communiquer le tout ensemble. J'ai essayé, ça marche vachement bien. Hein. Par contre, ça transforme votre appartement en discothèque. Après, Et j'ai aussi 3 petites vidéos à vous montrer. Est-ce que je peux les coller directement dans un channel du Discord? Yes, bien sûr. Après, si tu veux, je vais partager mon écran pour qu'on les regarde tous en simultané. Les envoie dans ça. Ok. Histoire que ça soit pas le... Parce que je nous connais. En tout cas, je vais profiter de ce moment de pause juste pour te dire merci. C'est un peu fou, là. Je viens de découvrir l'application. Tommy n'avait pas encore réussi à me convaincre. Ah bah ça fait plaisir. On bosse pas pour rien. Alors, du coup... Ah oui, d'accord. Alors 3 vidéos. La première, le clavier avec une sinusoïde en fonction de la fréquence. La deuxième, Billie Jean de Michael Jackson sur mon PC. Et la dernière, une petite compilation de différents effets. Ah, c'est vraiment orienté gamer, là. Du coup, la deuxième, le Billie Jean. Je suis plus orienté Billie Jean. Ah ouais. Donc en fait, là, ça réagit à la musique qui est jouée sur le PC, quoi. C'est classe, ça n'empêche. Comme on dirait, c'est inutile, mais indispensable. Mais indispensable. Et là, par contre, on est sur une config de ouf, là, non? Niveau prix.
Bah en ce moment, ouais, déjà rien que la carte graphique, on en parlait sur le podcast matériel. Ouais. On a reperdu le manque. Et la dernière, la compile. Alors, le temps que Morg nous revienne, voilà, Ouais. c'est un petit échantillon des différents effets qu'on applique avec OpenRGB. Il en existe plusieurs que vous avez pu le voir dans le menu déroulant, et là du coup ce qui passe dans la vidéo c'est un petit échantillon de ce qu'on peut faire une fois que le logiciel est bien configuré, bien installé. Alors après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi personnellement, j'adore. Franchement, bah, comme Vincef, je vais en profiter pour dire un grand merci déjà à Mort d'être venu passer, nous présenter et nous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Je veux passer également un gros coucou et un gros merci à toute l'équipe d'OpenRGB qui est d'une sympathie, mais comme ça, franchement, respect. Je savais pas faire des captures USB avec Wireshark, ils m'ont montré, ils ont été hyper patients et tout. Comme dit, c'est vraiment très cool et en même temps très professionnel. Et également, du coup, à tous les utilisateurs et futurs utilisateurs, voire aideurs, si vous avez des compétences en développement, si vous aimez bien faire de la documentation, si vous aimez bien un petit peu, on va dire, contribuer selon vos compétences au logiciel, franchement, allez-y, hein. Vous aidez non seulement les Linuxiens à avoir des machines qui sont hyper chouettes, mais également les gens qui sont sur Mac et sur Windows. Donc c'est vraiment quelque chose d'empathique, j'ai envie de dire, quoi. C'est vraiment un logiciel qui profite à plein de monde et puis qui profite également un petit peu aussi de la mode de ses composants qui transforment votre PC en sapin de Noël. C'est pas très écolo-friendly, mais ça donne très envie. Ah, les LED ne consomment absolument, enfin, c'est en termes de consommation électrique, les LED, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Tu peux en caler une centaine sans que ça impacte ta consommation d'électricité pour autant. Non, mais j'avoue que si je mène les dedans, vous allez plus me voir pendant 3 semaines, quoi. Ah, Tu vas bah, finir comme écoute, Tommy avec 55 bulldogs. Tu vas les éclairer le plus que tu peux, tu vas leur mettre des bandes LED autour du cou et tout. Waouh! Non, mais moi j'adore ça. Franchement, je suis très client. Parce Mais que tu vois, moi je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec OpenRGB. Je suis super content d'avoir participé, pas d'avoir écouté parce que j'imaginais pas toutes ces possibilités. C'est vraiment incroyable. et surtout sur Linux, hein. Tu vois, mais même avec mon dual boot Windows, je fais pas autant de choses, hein. Là, je me dis, waouh, on va pouvoir Ouais, faire vraiment l'intérêt des là, choses. c'est vraiment que tu peux tout synchroniser en fait, hein. Tu peux avoir des ventilateurs Corsair, une carte mère gigabyte, des RAM HyperX, ça synchronise et puis ça discute ensemble, quoi. Ouais, ça va devenir vite une dinguerie RGB aussi. non, mais tu vois, je viens à peine de. Enfin, j'ai pas fini le studio là que j'étais en train de faire, il me manque le lambris. Et après, du coup, il reste les accessoires à mettre. Donc, tu vois, moi, les bandes LED un peu partout qui réagissent en fonction de ce qui se passe à l'écran, ouais. Ça peut me plaire. Ah, franchement, passe sur leur Discord hein, en plus, hein, si tu veux des choix de matos, parce que j'ai vu, ils ont un topic Show Your RGB, en gros, montrez votre RGB. Euh, Vous dites que je suis dingue, il y a des mecs qui sont 10 fois pires que moi en fait, hein. Quand je vois leur setup, aussi bien PC que meubles et tout ça, qu'ils ont l'édifié, je baffe quoi. Hmm. Je veux dire, les mecs, ils t'ont mis déjà tout ce qu'il faut dans leur PC. Ils t'ont mis aussi des LED sur le bureau, au plafond, des machins comme ça. Tout est piloté par OpenRGB. Quand ils lancent le plugin des fêtes, t'es jaloux, quoi. Hein. Littéralement. Hein. Littéralement jaloux. Enfin, pour ceux qui aiment bien les illuminations comme ça. Mais ouais, y a moyen de faire des dingueries, quoi. Ah, c'est franchement impressionnant. Est-ce Est-ce que que Morg est encore parmi nous? on a la couleur, mais on n'a pas le son. Hein. Ah, On va ouais, il va attendre. reconnecter. Donc du coup, Morg, dès que tu... Ah, ça y est. Ouais, j'ai relancé.
Bon, du coup, on a Donc, profité ouais. de regarder les 3 vidéos. Franchement, c'est hyper impressionnant. Ça donne très envie. Ouais, bah, je vous ai écouté, et puis je parlais dans le vide aussi. Ah, voilà. Bah, du coup, moi et Tommy, on t'a remercié. Je pense que Kyle et Telio ont été impressionnés. Enfin, Telio, c'était plutôt l'idée du Bulldog avec des LED, hein, mais Bah, avec grand plaisir. Puis bah, surtout merci aux autres développeurs qui ont fait surtout tout le boulot de rétro-ingénierie, de contrôle, hein. Moi, je suis juste là pour ajouter ma petite touche de folie sur une stack existante. Voilà. mais pour moi, on n'a pas fini. Peut-être que les gars, vous avez des questions avant qu'on s'arrête là. Moi, j'ai bien un petit truc à caler. Vas-y. C'est même pas une question en tant que telle. Surtout, juste. Merci pour ce putain de soft. Parce que moi, par exemple, dans un univers qui est très macOS, et dès qu'on parle de RGB sous macOS, on se tape soit le logiciel de merde de Logitech, qui est un enfer sur macOS, mais vraiment un enfer. C'est que même si tu actives le démarrage automatique, il continue de démarrer le machin, rien à foutre. C'est un enfer, et puis il est lent au possible et tout. Donc voilà, c'est une cata. Donc merci en tout cas voilà, à toute l'équipe du coup d'OpenRGB d'avoir pensé à absolument tous les OS possibles et imaginables. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Telio. Ouais, mais c'est clairement voulu, c'est clairement un but, hein, de OpenRGB, d'être multiplateforme. Maintenant, sur Mac, le seul problème, c'est tous les accès SMBus. Donc tout ce qui est RAM, tout ce qui est carte mère, certaines cartes mères. Maintenant, tout ce qui est USB, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Oh bah de toute façon, moi c'est USB, c'est des machines. Enfin, c'est du Apple donc. Là-dessus, Ouais, après, tu peux tu vois, utiliser du Hackintosh, j'ai hein, pas de sur RAM sur RGB du au cul de matériel mon Mac. Intel, hein, une carte mère classique, tu peux installer non, un mais- Hackintosh dessus, hein. Ouais. Mais non, j'ai pas foutu de RAM RGB au cul de mon Mac par exemple. Donc voilà, ouais, ce multiplateforme, mais quelques limitations sur macOS, tout simplement. Est-ce que Kyle, Mastic ou mon BioLinux, vous avez soit Bah, un- moi peut-être oui. Vas-y, mon bio. Moi, j'avais deux questions. Vous m'entendez bien? Oui, impeccable. Donc ça, c'était la Alors, première. la première, on va dire la première question, moi, c'est une utilisation simple. Est-ce qu'on peut, par exemple, régler après son clavier, comme on voit avec Redshift, en fonction des couleurs chaudes de la journée? Et la deuxième question, c'est est-ce que OpenRGB peut, par exemple, être lié avec des notifications? Par exemple, je sais qu'un jour, je reçois tel mail et je voudrais qu'à ce moment, mon clavier, il clignote en rouge. Est-ce que ça, c'est possible? Même Alors, si j'écoute de la musique. Ouais. Alors, j'ai pas forcément bien compris la première question. Est-ce que tu veux planifier, donc en fonction de l'heure de la journée, des couleurs, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors oui, c'est possible via le plugin que je vous ai montré, le scheduler, qui permet de dire bah, à 8h du mat, je mets tel profil avec telle couleur. À midi, je mets tel autre profil, et le soir, j'éteins les diodes. Donc ça, c'est oui. La deuxième, l'intégration à ta boîte mail. Oui, c'est possible. Il faut quand même développer un petit peu. Alors, alors ta boîte mail, tu as peut-être une connexion IMAP ou SMTP. Et avec du Python, tu pourrais interroger cette boîte mail. Et avec Python aussi, interroger OpenRGB pour lui dire d'afficher du rouge, du bleu, ce que tu veux. Donc oui, c'est possible. Maintenant, on n'a rien de prêt tout de suite pour faire fonctionner ça. Il faut développer un petit peu. D'accord. Donc il faut scripter ou créer un plugin OpenRGB. Ouais, mais c'est faisable avec la stack qu'on a. Mastic. Ah bien. Oui, moi c'était juste un truc à la con. C'est pas la version 06 en fait là que tu nous as montré. Non, c'est la toute dernière version de développement que je vous ai montré. La version de développement, d'accord. Oui, Expérimentale, oui, c'est celle-là, non? Expérimentale, tout à fait. D'accord, ok. Je me suis dit mince, j'ai pas les mêmes Voilà, onglets. et Ok, c'est super fun. c'est cette version qui deviendra la 0.7 dans quelques jours. D'accord. Ok, super, merci, génial. T'as bien fait de poser la question du coup, Mastic. Ouais, moi j'utilise ça donc. C'est toujours un petit peu Mince, tiraillé, pareil. d'ailleurs, avec notre Discord. Souvent, on se rend compte a posteriori qu'on a des bugs dans une release, mais qu'on n'est pas encore prêt à faire une nouvelle release. Donc souvent, les mecs, ils arrivent sur Discord, tiens, j'arrive pas, ça détecte pas. Ah bah tiens, bah essaye l'expérimental. Ah bah oui, ça fonctionne, merci. Puis voilà quoi. D'accord. Voilà, il y a aussi cette petite partie. Bon, forcément, c'est un soft qui vit, qui avance et qui a des bugs comme tout logiciel.
Moi, j'attends la version stable, sagement. Je suis patient. Alors, t'es pas obligé. Ok. Oui, pour compléter ce qu'a dit Morg, je suis moi actuellement sur l'expérimental sur mon PC et ça marche très bien, hein. J'ai pas de bug chelou ou de quoi que ce soit. L'expérimental actuellement, on peut y aller les yeux fermés aussi, hein. Ouais, alors oui et non, t'es pas à l'abri d'un mauvais commit, parce que dans une journée, il peut se passer une dizaine de commits. Et tu tombes sur un commit qui est foireux, qui fait péter 50 trucs dans le logiciel. Ça arrive parce que soit on n'a pas été rigoureux sur une série de Après, tests, ouais, je mets pas à soit jour tous les voilà, jours. pour X Je, raisons. je mets pas à jour tous les jours non plus, donc Voilà, donc t'as généralement, moins de chances de tomber sur une je fais version une fois buggée. par semaine environ, ouais. Après, c'est le but d'une expérimentale aussi. Hmm. Tout à fait, c'est de remonter aussi les bugs à l'équipe de dev. J'avais une autre question. Ah, vas-y. Si quelqu'un maintenant est en dual boot Windows Linux, est-ce qu'il garde la même configuration d'OpenRGB sur les deux systèmes? Malheureusement non. Je peux te répondre. Ah bah, Malheureusement non, pour des raisons techniques, de chemin d'accès au matériel. Sur Windows et sur Linux, par exemple, t'as pas les mêmes chemins d'accès au périphérique. Sur du Linux, ça va être du /dev /i2c quelque chose ou /usb, bref. Et sur Windows, tu vas avoir des chemins Windows un peu mystérieux que moi-même je ne saurais pas expliquer. Et on se base sur ces chemins pour identifier des matériels. Quand on stocke dans les profils ou dans les sauvegardes, on se base aussi sur ces chemins. Voilà, donc malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui mutualiser de la config Linux, Windows sur OpenRGB. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien un profil sur, par exemple, type de lumière sur mon clavier, ce profil ne peut pas être, on va dire, pour gagner du temps, mis dans le profil Windows. Modulo une petite adaptation. D'accord, ok. Donc là, il faut Si je peux- créer un fichier de JSON et modifier le chemin d'accès au périphérique. Ok. Yes, Kyle. Si je peux me permettre, moi j'ai en dual boot et ça sauvegarde bien la configuration. Après, j'ai que des effets de base, j'ai pas de plugin, mais je les fais enregistrer Oui, les options de base tout à fait. et ça fonctionne bien. Mais tu dois sauvegarder de chaque côté Windows et côté Linux. Non, il me semble pas que je l'ai fait. Alors peut-être ouais, peut-être. Alors, mais, il y a un truc que j'ai pas dit aussi. Ou alors il Il y a a pas mis des deux filtres. façons de sauvegarder les choses. La première façon, c'est de sauvegarder dans des fichiers. D'accord, donc ça se trouve dans %appdata sur Windows et dans .config sur Linux. Donc là, on stocke dans des fichiers la couleur. Il y a une deuxième façon de stocker l'information de la couleur, c'est dans la mémoire flash du matériel lui-même. Donc dans la puce physique de la barrette de RAM ou de la carte mère ou de la souris, on peut stocker l'information de la couleur et donc persister à un reboot. On peut donc figer finalement le matériel dans une couleur donnée. Et donc là, c'est t'as pas quand besoin. tu vas. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, moi j'ai fini, vas-y. Non, c'est que dans le dernier. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Dans le dernier onglet, voilà, c'est bon. Dans Settings, où t'as Save Geometry on a Close, j'ai activé. Parce que Alors, ce serait ça. cette option, ça permet, c'est juste une option d'interface graphique qui permet de rappeler la position de la fenêtre d'RGB, d'OpenRGB, pardon, et sa taille, tout simplement. Rien Ah, à voir d'accord. avec la couleur. Rien à voir. Par contre, dans le premier onglet, si tu es sur une des dernières versions, dans le premier onglet, tu as un nouveau bouton tout en bas à droite qui s'appelle Save to Device et qui lui va sauvegarder dans la mémoire flash de l'appareil. Voilà, donc là c'est Ah, mais c'est ce persister que j'ai dans tout à l'appareil. l'heure. Alors Ok. maintenant, tous les matériels ne supportent pas cette fonctionnalité. Certains ont possibilité d'écrire dans la mémoire flash et d'autres non. Et la majorité aujourd'hui ne l'ont pas encore. Ok, cool. Ouais, juste une question pour compléter la question de Kyle. Si je démarre mon PC, par exemple si j'ai pris OpenRGB en appimage, si je démarre mon PC, du coup j'ai pas lancé OpenRGB plus que ça, j'ai déjà la config que j'ai lancée avant mon reboot, ou alors il faut que je relance OpenRGB pour que le format de lumière s'active. Et là encore, une fois, c'est compliqué. Et la réponse, c'est ça dépend. D'accord. Ça dépend du matériel, ça dépend le type de reboot que tu fais. Est-ce que tu fais un full power cycle? Est-ce que tu vides les capaciteurs, les condensateurs, pardon, de ton alim? Est-ce que tu vides toute l'électricité finalement de ton ordi ou pas? Donc il y a certains matériels qui résistent à un soft reboot
entre guillemets, et d'autres matériels qui résistent à un vrai reboot, où il n'y a plus du tout d'électricité qui reste dans les condensateurs. Donc voilà, maintenant on a des options dans les settings qui te permettent de choisir quel profil charger au démarrage et de lancer automatiquement OpenRGB au démarrage de ton PC. Oui, tout simplement. Et sur Linux, tu peux passer par ton système d'init préféré, qui peut être système D ou un autre, hein, peu importe, pour automatiser le lancement et le chargement d'un profil. Même avant le login sur ton DE. Au top. Franchement, au top. Les gars, est-ce que vous avez d'autres questions? Juste, je me permets, pour quand tu veux installer un plugin, il faut aller le télécharger, tu peux le récupérer sur GitLab, c'est ça? Ouais, alors on a une URL que je vais donner tout de suite à Vincef. Eh oui, les gars. Privilégié, va. Ça faisait un peu ça. Alors moi je dis ça parce que je sais pas trop comment la partager, j'ai pas envie de la balancer dans un channel au pif. Donc m'en voulez pas. Vince finira par le faire à ta place. Exactement. Voilà, donc vous vous rendez sur cette URL, ce sont tous les plugins officiels maintenus par la communauté des développeurs OpenRGB. Voilà. Donc là, c'est là que vous allez trouver les plugins. Et oui, il y a un lien de téléchargement dans le README de chaque plugin et surtout les instructions d'installation. Alors maintenant, encore une fois, pour moi, ça me paraît super évident parce que c'est nous qui avons développé les trucs, mais on a dans les settings d'OpenRGB un menu plugin qui permet soit de faire un drag and drop du plugin, vous déposez le plugin dans l'interface, ou vous faites naviguer et vous choisissez dans vos dossiers où se trouve le plugin. Ou bien vous pouvez installer le plugin à la main, il faut le déposer dans le bon dossier. Sur Linux, ça se passe dans votre home directory .config/openrgb/plugins. Un drag and drop, c'est pas mal. Ouais, il est sympa le drag and drop. Alors on a encore quelques bugs sur les API plugins, quelques petites fuites mémoire à corriger. Ça sera pas corrigé pour la 0.7 parce qu'on veut la faire sortir avant Noël. Mais ça sera fait en 0.8, probablement pour le printemps. On verra ça. J'ai une autre question qui est un peu à côté, mais vous êtes en recherche de développeurs X ou Y ou pas du tout? On recherche pas activement, on adore les contributions. On adore contribuer, on adore aussi recevoir des contributions. Maintenant, je sais qu'on va, comme je vous disais, ouvrir les traductions, on va mettre en place un système de traduction de l'application. Donc là, on va recevoir beaucoup de traductions, puis on va aussi solliciter un peu les différentes communautés dans les différentes channels linguistiques qu'on a. Maintenant, les contributions, elles peuvent être de différents types. Un, technique, bien sûr, le plus bas niveau possible, de la rétro-ingénierie. Donc là, c'est soumettre du nouveau code C++ avec les envois de paquets qui vont bien au matériel. Après, on a le second niveau, correction de bugs d'interface. Là, c'est du C++ toujours. Ensuite, on a un niveau encore au-dessus qui est peut-être le look and feel, les couleurs, la place d'un bouton, des choses comme ça. Donc là, c'est un petit peu plus facile d'entrer dedans. Et après, on a tout ce qui est administration. La documentation, les wikis, la documentation des différents plugins, etc. Et puis contribuer, c'est pas forcément soumettre du code. Contribuer, c'est aussi ouvrir des tickets. Vous repérez un bug, et ben vous vous dites pas putain merde c'est bugué, bon je laisse tomber, je passe à autre chose, j'oublie, je laisse de côté. Non, ouvrez une issue, ouvrez-nous un ticket. Nous on va de toute façon regarder, on va pas insulter quelqu'un qui nous ouvre un bug, même si on connaît déjà le bug, il n'y a pas de souci. On préfère être notifié d'un bug que nous le découvrir a posteriori. Voilà, le plus vite on a un bug trouvé, le plus vite c'est corrigé de notre côté. Donc contribuer, c'est pas que donner du code source, c'est aussi soumettre des tickets. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. On va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir conclure. Ouais. Est-ce que tu veux faire la conclusion, monsieur Tommy? Vous m'avez déjà piqué l'introduction, je vous laisse la conclusion. Ah oui, bah merci bien. Ouais. Donc, alors déjà,
bon, bah, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parce que j'insiste, parce que c'est mon logiciel de cœur sur Linux. Déjà, un grand merci à Morg d'être venu pour ce podcast. Moi, ça me tenait à cœur parce que quand je parlais d'OpenRGB côté francophone, j'avais pas grand monde qui connaissait. Je me suis dit, mince, pourtant, il y a des gens aussi comme ça qui ont du matériel et tout. Et franchement, ils connaissent pas. Et bah, du coup, merci à toi d'être venu. Merci du coup. Et nous, ça va profiter justement pour faire. Pour faire justement la promotion de ce logiciel. Merci également à tous les développeurs et contributeurs pour l'existence de ce logiciel, parce que pour ceux qui ont du matériel RGB ou des LED ou des choses comme ça, pouvoir les piloter sur Linux, c'était impensable il y a encore quelques années. Maintenant, moi actuellement, j'ai une configuration full compatible avec OpenRGB, et franchement, ça fait plaisir, j'insiste. Et bah, du coup, merci à tous les participants avec leurs questions, avec leurs interrogations, leurs impressions. Et merci également à tous les auditeurs et viewers de ce podcast. Merci à vous aussi de vous intéresser au sujet. Je sais que le RGB sur Linux, c'est pas quelque chose qui passionne les foules, mais si vous êtes curieux ou si vous aimez ça, bah, merci à vous. Puis n'hésitez pas à propager du coup l'existence de ce logiciel, dire si on peut piloter du RGB sur Linux, ça existe. Et du coup, ben voilà, que dire d'autre à part ça, Vincef, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, je vais ajouter juste 2-3 commentaires. Mais tu m'as fait rire parce que j'ai l'impression d'entendre la Dauphinée de Loire-Atlantique pour Miss France. Je voudrais remercier ma mère et tout ça. Non, je déconne évidemment, mais c'est bien parce que... Ça me tient à cœur parce que c'est vraiment un projet sur lequel je me suis... Voilà, j'ai des maigres compétences en là ou ça. J'essaye un peu d'aider parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, quoi. Tu vois, si tu veux, c'est pour ça. Donc, Bon, en tout cas, moi, ce soir, j'ai découvert une application. J'ai découvert aussi quelqu'un, hein, Morgan, qui... on voit bien qu'on sent la passion dans ce qu'il fait. Et moi, il m'a vendu son projet. Donc la première chose que je vais faire en quittant ce podcast, c'est 1. Télécharger OpenRGB, 2. Aller sur le Discord de OpenRGB, et 3. Aller sur Amazon, m'acheter 3-4 LED pour aller essayer tout ça. Et puis bah... Demande un petit peu juste avant, au cas où, sur le channel FR du Discord. Bah sans souci, je serai là. Non, franchement, j'ai adoré la soirée. J'ai pas vu passer l'heure et demie qu'on a passé ensemble. Franchement, excellent. Merci beaucoup. Et puis bah, sur ce, surtout merci à vous d'avoir fait une petite place à OpenRGB dans votre podcast, en espérant que ça nous ramène quelques users déjà, ce serait pas mal, et potentiellement quelques devs qui veulent contribuer soit à du code, soit à de la doc, ou soit simplement discuter sur notre Discord. Voilà, on est ouvert, hein, on est plutôt cool. Il y a des bières en plus. Voilà. Si, il y a des bières. Du coup, je mettrai le lien du Discord sur la vidéo. Comme ça, si des personnes sont intéressées, elles auront juste à cliquer pour vous rejoindre. Bon, bah sur ce, on s'arrête là. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée, les gars. Merci, Morg. Merci, les gars. Salut. Merci à tous. Merci. Bon, bah l'enregistrement, en tout cas, il est prêt. Si Morg t'es prêt, Tommy t'es prêt. Donc du coup, Tommy, t'as voulu faire l'intro. Donc c'est toi qui lance le go. Et moi, je suis. Ok, bah Morg, dès que t'es prêt, tu me dis. Et puis on peut voir pour commencer.